Et on retrouve Jean-Louis Montagu. Bonjour, un nouveau rendez-vous avec vous. Comment ça va? C'est vous, Monsieur Gadot? C'est moi. On Vous m'a m'avez parlé reconnu? de vous, ça fait 40 émissions que On les compte plus. on se connaît si peu. C'est vrai, on était en distanciel. Nous avons un invité au téléphone. Et oui, aujourd'hui, on va changer. Enfin, parmi les thèmes du patrimoine, qui sont très nombreux, il nous restait un thème qui m'est cher d'ailleurs, c'est celui des moulins. Et on a un invité, comme vous dites, Ben oui, au téléphone. Monsieur Monsieur Duché, c'est ça. Alain Oui, Duché. bonjour. Voilà, bonjour, Bonjour. du Moulin des Peluches. Voilà, tout à fait, sur la commune de Combérange-et-Peluche, effectivement, oui. Et alors, Près de Ribérac, à 5 km exactement. Ben oui, c'est ça. L'idée m'en est venue parce que depuis le temps qu'on parle des vieux moulins, je vais juste vous en dire 2 mots au début. Je passais à côté de ce moulin, et puis je me dis, mais au fond, le patrimoine, c'est peut-être aussi ça. Ce sont des gens qui continuent à le faire vivre en travaillant. Voilà. Alors, j'ai pensé à vous. Ouais, surtout qu'il y a plusieurs générations avant vous, Alors, Alain juste, Duché. avant de rentrer dans le sujet de ce moulin-là, juste rappeler que tous les ans, il y a une journée européenne des moulins. Je crois qu'il y a aussi une journée du patrimoine. Mais la journée européenne des moulins, c'est d'habitude au mois de mai. Et on visite en particulier dans la Dronne, on a l'occasion de visiter des moulins, mais des moulins inactifs, c'est-à-dire des anciens moulins. Je citerai simplement la liste pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a le moulin de Rochereuil à Grand-Brassac. La maison de la Dronne, par contre, qui se visite toute l'année et qui présente encore des installations un peu modernisées, mais quand même intéressantes au niveau technique. Le moulin de la Pose, donc, qui faisait visiter un musée extraordinaire, je trouve, par Monsieur Mazot, mais qui a passé la main, disons. Et j'espère qu'il va revenir à la visite. Et il y a 2 moulins à Lille, le moulin de Janssou, enfin avant d'arriver à Lille, le moulin de Janssou et le moulin du Pont, bon, qui font un peu autre chose à côté, mais en tant que moulins sont restés des vrais moulins, quoi, au niveau installation. Voilà, donc tout ça c'est ouvert à certaines périodes de l'année, mais ça permet aux gens de se familiariser. Je crois qu'il y a beaucoup de visiteurs. Et il y a une association, ça doit être l'APAM, c'est ça, l'association périgourdine des Amis des Moulins, qui entretient d'ailleurs beaucoup plus de moulins sur toute la Dordogne. Et il y a même une association que j'ai connue en Charente, puisque pour la petite histoire et pourquoi ça m'intéresse, c'est que mon arrière-arrière-grand-oncle était un meunier lui-même au moulin de Beaune. Beaune, c'est à la frontière, c'est toujours sur la Dronne, c'est à la frontière de la Charente et de nous. Donc, il avait travaillé aussi au moulin de Nadelin, qui est l'autre moulin en activité. Voilà, donc je clôture ma parenthèse personnelle, mais sachez que ce sujet me tient à cœur. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va pouvoir dialoguer maintenant avec Alain Duché pour parler de ce moulin des Peluches. Oui, alors ce moulin des Peluches existe depuis plus d'un siècle, puisque c'était à l'origine mon arrière-grand-père qui en avait fait l'acquisition. Ensuite, mon grand-père a continué. À la suite de ça, mon grand-père avait eu 2 garçons, mon père et mon oncle, Pierre et Jean Duché, qui ont travaillé toute leur vie donc à la minoterie, à la développer. À l'époque, ce moulin était hydraulique, avant tout. Oui. Les plus anciennes photos que nous avons, il y avait en fin de compte 2 roues à aube, une pour le moulin à farine, et puis une autre pour le pressoir à huile de noix. C'était 2 bâtiments distincts. Et donc, en Dordogne, il y a pas mal de noyers. Il y avait les gens qui venaient faire écraser les noix pour faire l'huile de noix. C'est une spécialité même, l'huile de noix du Périgord. Voilà, tout à fait, oui. Et donc, ça, bien sûr, il n'en reste plus aucun vestige, puisque le moulin ayant pris de l'essor, juste après la guerre, 39-45, il y avait une demande accrue de farine et de pain blanc, puisqu'ils avaient mangé pas mal de pain avec toutes les céréales qu'ils pouvaient trouver à l'époque, et ils étaient contents donc qu'il y ait
un développement au niveau gustatif, au niveau des pains. Et donc le moulin a pris de l'essor à ce moment-là. Il a continué à être hydraulique pendant de nombreuses années, puisque des roues à aubes ont été enlevées et ça a été remplacé par des turbines. Le moulin donc fonctionnait essentiellement avec la force motrice de l'eau. Et il y a une quinzaine d'années maintenant, nous avons passé le moulin tout électrique. Ah bon. Et comme nous avions toujours les turbines, nous les avons équipées pour nous fournir du courant, pour nous faire du courant. Oui, c'est le progrès, mais enfin, ça reste le principe, ça reste quand même des turbines qui sont mues par l'eau, parce que oui, tout à fait. Je suppose que vous n'avez pas de bief, ou enfin de retenue d'eau particulière, vous êtes directement dans le courant. Non, on a un canal, on n'est pas en pleine drone. Ah. On n'est pas en pleine drone, donc on a un canal d'amener qui fait à peu près 800 mètres. Hein. Et donc, par contre, la rivière, tout se rejoint en aval de la minoterie. C'est pour ça qu'il y a un espace assez vaste d'eau en aval du moulin, quoi. Et alors, vous moulinez quoi, vous? Parce que je ne connais pas le terme. Nous, on écrase essentiellement du blé. Hein, voilà, nous, notre particularité, c'est de faire que de la farine panifiable pour la boulangerie. Hein, on livre que de la boulangerie artisanale sur un rayon d'à peu près 150 km. Hein. Et donc, voilà, on écrase uniquement du blé tendre, voilà, par opposition au blé dur qui permet de faire de la semoule et faire pour les pâtes alimentaires, etc. Nous, c'est pas, c'est un moulin avant tout farine de blé tendre. Et vous fournissez dans les environs, enfin plus ou moins éloignés, mais je suppose que vous avez des exigences de qualité qui font d'ailleurs votre marque un peu. Voilà, oui, nous avons donc environ 150 clients boulangers qui reviennent régulièrement pour les livraisons, pour être livrés. Ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours. On a toute une logistique là, puisqu'on a, on a en tout 5 camions de livraison. Quoi, oui, quand on passe, on voit les camions. D'ailleurs, vous n'êtes pas sur une route particulièrement large. Voilà, oui, tout à fait. Bon, mais bon, c'est accessible malgré tout. Hein. Oui. On a aménagé pour recevoir les camions de blé également. Donc, on peut recevoir des semis de blé sans difficulté, quoi. Hein. Voilà, donc notre activité, c'est avant tout farine pour la boulangerie. Voilà. Et un problème, moi je suis très technique parce que je suis ancien métallurgiste, ce sont les meules, la clé du succès en dehors du blé. Vous avez des fournisseurs. Alors il y a eu des meules, bon, mais nous on fait une mouture sur cylindre. Ah oui, carrément. Donc c'est autre chose. Les meules, ont leur place dans l'environnement. Hein. Bon, il y a des moulins qui sont spécialisés dans les farines de meules. Bon, c'est pas notre cas. Hein. Bon, on en commercialise un petit peu, mais que l'on ne fabrique pas à Épeluche. Hein. On l'achète dans des moulins qui sont spécialisés là-dedans. Et donc, nous, c'est sur mouture sur cylindre. Oui, je me rappelle avoir vu des meules chez M. Mazot, qui était lui un spécialiste du piquage. Hein. C'est tout un art, ça aussi, j'allais dire qui se perd peut-être pas, mais enfin qui est difficile à maîtriser. Tout à fait, oui, mais il y a des moulins qui sont vraiment orientés là-dessus, parce qu'il y a quand même un marché, hein, effectivement, sur meule de pierre. Nous, on est resté dans du conventionnel, je dirais, voilà, et puis on s'oriente sur une clientèle qui fait avant tout des variétés de pain, certes, mais avec une mouture semi-industrielle, on va dire, oui, parce qu'on est quand même avant tout artisan meunier, on n'est pas des indus
au sens propre du terme. Hein. Non, oui, vous n'êtes pas les grands moulins de Paris. Absolument pas, non. C'est autre chose, un autre monde. Mais vous me rappelez aussi, enfin je m'excuse, ça me revient en vous écoutant, c'est quand on visite chez Monsieur Mazot, qui est ce musée que j'espère on pourra revisiter, vous avez l'histoire des tamis, là, il y a toute une histoire de tamis pour arriver à la finesse. Avec tout oui, un alors tas c'est toujours d'actualité. Hein. Alors, le principe du moulin, à travers les années, est resté toujours sensiblement le même, c'est-à-dire un bâtiment en hauteur avec donc à chaque étage des machines différentes pour justement à la fois classer le blé, le nettoyer, ensuite l'humidifier pour que le grain puisse arriver à davantage se moudre. Et à la suite de ça, donc vous parliez de tamis, on a dans un premier temps les passages au cylindre, qui écrasent bien sûr, qui laminent la mouture, et ces tamis qui sont toujours d'actualité avec des machines avec un nom un petit peu barbare qui s'appellent des planchistères et qui sont des gros tamis donc pour tout simplement trier et séparer la farine du grain broyé de la mouture jusqu'à la finition complète, c'est-à-dire l'extraction du gros son, du fin son et du remoulage, qui sont les sous-produits issus de la mouture. Quoi, hein. Et je me rappelle encore une fois à la pause, toutes ces recirculations, parce qu'il y avait des tuyaux partout, c'est quand même extraordinaire comme complexité. Si vous voulez. Oui, mais il faut savoir que c'est une forêt de tuyaux qui ont chacun leur utilité parce qu'ils ont chacun un produit différent. Hein, et donc c'est cet ensemble de tuyauterie, de séparation de produits qui finalise la farine d'un côté et donc les sons de l'autre, quoi. Hein. Oui, ça m'avait impressionné et j'espère que des visiteurs pourront revenir voir cette installation de la pose un jour. Oui, qui est resté en l'état et qui... avec son musée que je trouve unique, j'ai jamais vu un musée où on voit les pilages des Égyptiens et tout ça. Enfin, c'est extraordinaire, ça. Tout à fait. Et avec toutes les étapes historiques. Et finalement, si on mange du pain ici, ça vient de chez vous à combien de pourcents près? Si on va chez un boulanger de Ribérac, par exemple. Oui, on n'a pas le monopole du tout. Hein, et donc, on livre, dans la région, on livre sur 5 départements. Hein, est limitrophe Charente, donc on livre bien sûr en Dordogne, principalement. Ensuite, on livre en Charente, on livre en Gironde, on livre un petit peu en Corrèze, un petit peu dans 87, donc Haute-Vienne. Voilà, donc c'est un petit peu un rayon d'action de 150 km autour du moulin. Quoi. Donc on peut trouver votre farine partout, finalement. Autour. Partout non, mais oui, un petit peu partout, voilà. Surtout aujourd'hui où on parle de proximité. Eh oui. Voilà, oui, tout à fait, oui. On reste, les camions partent le matin, ils rentrent en tout début d'après-midi, donc c'est quand même un circuit court. Quoi, et de CO2, parce que finalement vous émettez très peu si vous faites vous-même votre électricité, peut-être pas complètement, mais quand même. Non, hélas, pour plusieurs raisons. C'est que la demande en énergie est plus importante que ce que les turbines peuvent nous fournir, et le problème surtout de la régularité de l'eau, avec des périodes où il y a des manques d'eau, surtout en fin d'été. Et puis quand il y a des inondations, où là, à ce moment-là, les turbines sont noyées, parce que ce sont des turbines de basse chute, donc on n'a que 2,20 mètres à peu près de hauteur d'eau de chute, quoi, entre le niveau amont et le niveau aval. Et donc, dès qu'il y a un manque, la turbine va avoir un rendement moindre, quoi.
C'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, il y a eu quand même des périodes de haute eau assez marquées. Vous avez Oui. Vous avez peut-être souffert aussi, vous avez peut-être été inondé même, vous-même, non? Oui, mais très peu. Bon, on a quand même l'habitude et on a surtout eu la chance d'avoir une rivière qui est prévisible, voilà, hein, parce qu'elle est nullement encaissée. On n'est pas dans un goulot d'étranglement, donc bon, on sent venir les inondations, on les anticipe et arrive un certain niveau où l'eau est étale et elle se répartit dans les champs avoisinants. Oui. On n'a aucun problème de risque de montée inquiétante. On le gère sans trop de difficultés, quoi. Bon, voilà. Est-ce que ce bâtiment, donc ce moulin aujourd'hui, a toujours eu comme affectation une minoterie ou parce qu'il est imposant quand même hein, sur le bord de l'eau, ce moulin des Peluches, ou a-t-il eu à un moment donné dans son histoire depuis sa construction une autre affectation? Non, ça a été toujours un moulin à farine. Voilà, il y avait d'autres édifices sur la Dronne, je sais pas, mais bon, des fois des moulins à papier, des tanneries. Voilà, il y en avait une, je pense au moulin de Ribérac, alors qu'il est situé sur la commune de Petit-Bersac, mais il s'appelle le moulin de Ribérac. C'était, je crois, ça a été une tannerie à une époque, quoi. Donc quelque chose qui avait rien à voir avec la farine. Nous, ça devait polluer un peu plus aussi. Ça a toujours été de la farine, quoi. Toujours. D'accord. Il y avait des meules à l'origine, bien sûr, hein. Mais bon, ça a toujours été l'activité meunière, quoi. En face de vous, pas loin, il y a aussi Papalis, dont on parle quelquefois, mais je pense qu'il ne sert plus à rien. On n'a jamais pu le visiter. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais ça fait partie, je ne connais pas personnellement. fait partie des antiquités de Ribérac, des monuments classés. Mais bon, il faut savoir qu'effectivement, sur la Dronne, il y a une quantité de moulins qui sont devenus des moulins d'agrément, mais il y avait une pléiade de moulins. Tous les 3-4 kilomètres, il y avait un moulin, quoi. Hein. Il y a même eu le moulin à vent de Selles, je crois, ou je ne sais pas où, là. Bon. Voilà, alors ça, on n'était plus sur la Dronne, là, on était tout à fait dans les hauteurs. Mais parmi les moulins, il y a eu aussi ça. Bon, je ne veux pas parler du conflit des éoliennes actuellement, parce que c'était quand même un endroit... Moi, je suis passé par le nord, où il y avait des moulins partout, mais des moulins à vent, parce qu'il y a du vent, quoi. Alors qu'ici, voilà. Un peu moins. On peut se poser la question. À moins que Jean-Louis, quelques instants encore avec notre invité. Quelque chose à ajouter? Non, pas pour moi, je vous laisse le Monsieur Duché, on le garde au téléphone, mais je croyais que vous aviez un document à évoquer. Tout ça m'a fait penser à un livre, d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez eu, Monsieur Duché, c'est un livre de Monsieur Jean-Jacques Beauvais sur les moulins à grains, l'évolution des moulins à grains au microcentrales. Alors, monsieur Beauvais, c'est un ami à moi qui habite à Saint-Séverin, qui écrit beaucoup de bouquins. Alors, il parle de tout, Saint-Olé, Bonne. Il fait l'historique d'ailleurs des familles des moulins qui, à l'époque, ça va de 1895 à 1905. Donc, vous voyez que c'est la période où on commençait à voir arriver l'électricité. Parce que les premiers moulins, aussitôt, se sont convertis et l'électricité est arrivée. On a l'usine à gaz à Ribérac à l'époque. Hein, et l'électricité est arrivée. Alors, il raconte d'ailleurs des incidents parce que les gens ne connaissaient pas l'électricité. Il y a eu des morts simplement par électrocution, enfin, des trucs un peu bizarres. Mais voilà, il raconte l'historique de certains moulins très, très précis. Et c'est très intéressant. C'est fait par un mathématicien, mais qui s'est reconverti historien. Et je conseille aux gens de retrouver ce livre, donc de Jean-Jacques Beauvais, Des moulins à grains au microcentrales. Voilà. C'est juste une parenthèse. C'est sûr qu'avec l'eau, c'est une puissance formidable. Bon, déjà, c'est une puissance propre. Ça, il faut le dire. Hein. Et moi, je sais que j'étais tout gamin et on avait le courant à notre maison, enfin chez mes parents, et c'était parce qu'il y avait une dynamo qui tournait, donc c'était tout en continu et on avait du courant en continu parce que la dynamo nous fournissait l'électricité. Oui, d'ailleurs, il n'y avait pas d'EDF au début du siècle et c'était des privés qui fournissaient l'électricité. Et le fait d'avoir une ampoule dans certaines fermes, c'était déjà une libération parce qu'ils pouvaient lire le soir ou travailler même.
y en avait juste, pour l'anecdote, le moulin, là, à cette époque-là, tournait donc tout avec la force motrice de l'eau. Et quand le moulin avait un engorgement, quand il y avait un bourrage au moulin, ça libérait la turbine et du coup la turbine s'accélérait, la dynamo montait en vitesse et les ampoules brillaient beaucoup plus blanc. Ça nous faisait un témoin visuel et jusqu'à ce que l'ampoule claque parce que le filament ne résistait plus. D'où la chanson ton meunier tu dors, ton moulin va trop vite, c'est ça? Oui, c'était un témoin. Il fallait partir vite, voir ce qui se passait à la minoterie. C'est des souvenirs lointains. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour ces quelques minutes, Alain Duché. Voilà, mais c'était avec plaisir qu'on a fait un petit peu. Nous aussi, parce que franchement, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez des moulins, il faut en parler parce que c'est grâce à eux que beaucoup de choses tournent. Et le pain est resté la nourriture de base quand même, quoi qu'on dise. Voilà, tout à fait. Même tout à fait, oui. En France, c'est quelque chose qui est reconnu et apprécié dans le monde entier. Et oui, exactement. On s'affaire pour que ce soit ainsi, pour faire durer nos métiers artisanaux et puis défendre cette baguette française avec le béret.